Mais il est où Alex? Bah il est pas là. Pourquoi il est pas là? Parce qu'il est pas là. D'accord. Mais et du coup on fait comment pour la vidéo? J'ai une idée. Allez, viens. T'es sûr? Oui, tu vas très bien t'en sortir. Je sens moyen. Monsieur. Voilà. Bonsoir, bonjour, bonsoir, les joueurs et les joueuses. C'est Alexandre de Jeux des cartes Bordeaux. C'est la vidéo du vendredi et du coup, waouh, je suis super content parce que je suis Alexandre et qu'il y a des jeux experts et des jeux solo. C'est nul, c'est nul. Mais non, très bien. Ta perruque, elle fait tout le travail. Elle est très bien. Ah, je suis content, il y a des méchants, j'aime bien Serpentard et Lannister, c'est nul. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut. Donc ce petit format dans lequel on se retrouve tous les vendredis pour faire le tour de l'actualité ludique. Deux petites infos pour commencer. La première chose, c'est juste de vous dire désolé, c'est pas le meilleur sketch d'intro qu'on ait fait, mais on s'est éclaté à le faire, n'est-ce pas Alice? Et du coup, coucou, bisous Alex, j'espère que tu vas bien. Deuxième petite info, c'est que normalement le système de son, on l'a un petit peu changé, et donc il devrait y avoir un meilleur son dans cette vidéo, en tout cas j'espère, parce que je vais me rendre compte qu'à la fin, quand on va tout monter, n'est-ce pas? En fait, ce système de son, on l'a depuis un an en fait, et il grésillait tout le temps un petit peu, vous l'avez sûrement remarqué, dans certaines vidéos ça s'entendait beaucoup, et on a fait marcher la garantie, normalement ça devrait avoir un meilleur son. Bref, voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, on aura un son de meilleure qualité, et on va commencer le tour de l'actualité. C'est parti, on commence donc avec Distilled, distribué par Matago. C'est un jeu de Dave Beck et Eric Evensen, enfin illustré par Eric Evensen, pour 1 à 5 joueurs. Oui, il y a un mode solo. À partir de 14 ans, donc on le mettrait plutôt dans la catégorie expert, mais en vrai c'est du expert light, ça pourrait être du initié si on devait vraiment le mettre dans une catégorie, pour des parties d'environ 90 minutes. La thématique avec la couverture, vous l'avez probablement deviné, nous allons distiller de l'alcool, voilà, hop, c'est un jeu dans lequel on va créer des spiritueux. Alors déjà, avant de vous parler de comment on joue, tout ça, je dois dire que le matériel à l'intérieur est assez ouf. Il y a des espèces de game trays en forme de baril, de baril. C'est vraiment fou. Alors là, il y a la team Alex qui dirait « Oh, on s'en fiche, on met tout dans des sacs en plastique, dans des pochettes plastiques à l'intérieur, en vrac, et ça suffit. » Et puis il y a la team Antoine, où quand on voit les jolis game trays et que le jeu est parfaitement rangé, on le sort et on le range hyper rapidement, ça fait plaisir. Bref, ça c'est bonus. Comment on va jouer à Distill? On va essayer de faire le plus de points possible à l'issue de 7 manches. En début de partie, vous allez recevoir un personnage qui vous donne une mise en place un peu différente, donc il y a un petit peu d'asymétrie. Notamment, vous allez recevoir un petit symbole géographique, et ce symbole, lorsque vous allez le retrouver sur les cartes en jeu, que vous mettrez dans votre distillerie, et tout ce que vous allez pouvoir faire à partir du moment où il y aura ce symbole, ça fera des petits points bonus. Vous allez commencer également avec 3 cartes objectifs. Un moment entre la manche 3 et la manche 4, vous allez en virer une, et donc il faudra accomplir les 2 autres. Ça vous fera également des points supplémentaires. Et puis ensuite, à chaque manche, il va y avoir tout d'abord une phase d'achat. Donc là, on a énormément de cartes de types différentes qui vont former tout un tas de petits marchés. Il va y avoir les cartes de ressources de base. Donc si je dis pas de bêtises, l'eau, le sucre et peut-être les céréales, les levures j'en suis sûr. Bref, les ressources de base quand on va faire de l'alcool en fait, tout simplement. Des ressources un peu plus luxueuses, donc ça peut être voyons voir, qu'avons-nous ici, des figues, du jus de canne à sucre pour faire du bon rhum, etc. Des cartes de personnages, des cartes d'amélioration de notre distillerie. Bref, plein de choses qu'on peut acheter à cette phase avec des petits jetons d'argent. On a donc notre plateau individuel distillerie sur lequel on pourra placer donc ces éléments, notamment les améliorations, les personnages, etc. Et ensuite viendra la phase qui est un petit peu le cœur du jeu, où vous allez distiller, vous allez créer vos alcools. Donc individuellement, comment ça fonctionne? Je peux choisir des cartes d'ingrédients. Je peux en choisir un certain nombre pour vraiment mettre plein ou aller au minimum. Je crois que le minimum c'est 3, donc il faut de l'eau, du sucre et de la levure, me semble-t-il. Vous allez créer un petit paquet de cartes, vous le mettez face cachée, vous le mélangez et vous allez y retirer 2 cartes.
Pourquoi? Parce que lors du processus de distillation, on perd un peu des saveurs en fait. Finalement c'est assez thématique, c'est un jeu qui vraiment est extrêmement thématique. On sent que l'auteur s'est attaché à respecter sa thématique et finalement la thématique nourrit la mécanique et inversement. On perd donc des saveurs, donc vous allez virer 2 cartes au hasard. Ça peut être des super cartes, vous avez acheté la figue, voilà, vous êtes trop content, il y a des saveurs de figue dans votre alcool, et bien pim, non, en fait on les a perdues lors du processus, dommage. Mais ça peut être des choses un peu moins intéressantes, vous avez perdu la levure, bon c'est pas si grave, hein, les saveurs de la levure, normalement vous courez pas forcément après, encore que quand on est amateur de bière, mais là il ne s'agit pas de bière. Et donc vous allez avoir votre alcool, selon des critères bien précis, vous allez le ranger dans telle ou telle catégorie. Donc il y a les catégories de base que vous pouvez forcément faire, c'est le moonshine, c'est le moonshine, et la vodka, et après bien sûr vous allez pouvoir faire avec bien plus de saveurs, du whisky, du gin, du soju, si je dis pas de bêtises, je n'en ai jamais bu, et forcément ça peut vous faire gagner potentiellement plus de points, mais c'est plus difficile à faire. Cet alcool, vous avez le choix, soit vous allez le vendre de suite, parce que il va y avoir une sorte de course aux médailles, donc le fait d'aller vite ça peut être intéressant, soit vous allez pouvoir choisir de le faire vieillir, et donc vous allez le garder dans vos cuves plus longtemps, et vous pouvez le vendre pour plus de bénéfices forcément, mais vous passez à côté de ce côté un peu course, donc à vous de prendre les bonnes décisions. Voilà en gros pour Distill, je le dis à nouveau, un jeu qui est quand même très en accord avec sa thématique. Un autre thématique. Un autre jeu avec une thématique très forte, thématique que je trouve vraiment trop cool. Et alors au niveau du matériel c'est génial parce que c'est une espèce de clap cinéma et du coup la boîte s'ouvre comme ceci. Puisque le jeu s'appelle Saturn, c'est marqué le jeu de plateau de tournage. Donc là aussi vous avez compris de quoi il s'agit. Un jeu de Malachi Rampen. C'est un jeu coopératif pour le coup où ensemble on va faire un film. Alors ensemble ou tout seul, pourquoi pas, parce qu'il y a un mode solo, donc de 1 à 4 joueurs pour des parties de plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie à partir de 10 ans. Que va-t-on y faire? Eh bien on va y faire des films, ça c'est trop génial. On va avoir un marqueur qui est la qualité de notre film. On va avoir des scènes réalisées, lorsqu'on aura réalisé nos 5 scènes, à la fin du tour on va voir où se situe ce petit marqueur. Il y a une zone, alors on voit pas bien, c'est dommage, ça a été coupé, mais il y a une zone rose ici, bon on la voit un petit peu. Si votre film, alors il commence en bas de la zone rose, hein, on peut grimper, il y a un certain nombre de cases, si à la fin il se retrouve dans cette zone rose, vous avez perdu, en fait votre film est nul. Tout simplement il est nul, vous avez investi énormément d'argent pour quelque chose qui ne se vendra pas. C'est dommage pour vous. Et puis si on monte en haut, on arrive dans une zone où c'est un bon film, là vous gagnez. Il y a même la case tout en haut, on considère que c'est un chef-d'œuvre, alors c'est encore mieux. Sinon tout en bas, vraiment tout en bas de la piste, si votre film est absolument catastrophique sur tous les points, c'est un énorme nanar. Et si c'est un énorme nanar, il va devenir mythique. J'adore qu'il y ait cette possibilité, moi je trouve ça génial. En tant que fan de nanar à mes heures perdues, ça me fait marrer. Comment ça se joue? En gros, c'est un jeu où on va jouer chacun notre tour. Première chose que vous allez faire à votre tour, vous allez tirer une carte ici. C'est une carte de problème. Alors vous allez la mettre sur l'emplacement suivant. S'il y avait déjà des cartes de problème, vous les faites coulisser, donc il peut y en avoir 3 maximum. Ils vont vous embêter tout le temps, ces problèmes. Donc il faut les résoudre pour pouvoir avancer tranquillement. D'autant plus que quand vous allez résoudre des problèmes par tranche de 5, vous allez gagner des petits bonus, soit d'argent, soit de planning. Le planning, parlons-en, parce qu'en fait c'est le moyen de perdre, enfin c'est l'autre moyen de perdre. Si le planning arrive à 0, vous avez plus de temps, vous n'êtes pas rentré dans ce qu'on vous a demandé en termes de timing et c'est fini. L'argent, vous allez essayer d'en avoir, mais c'est pas ça qui va vous faire perdre potentiellement. Ceci dit, si vous êtes fauché tout le long, ça va pas être facile. Donc voilà, première phase de jeu, on va tirer un problème, on va donc essayer de le résoudre à un moment ou à un autre. C'est l'une des actions possibles. Ces actions, elles sont réalisables avec des emplacements de dés. Parce que oui, j'ai tiré le problème, désormais je vais jeter les dés. Et ensuite, c'est du placement de dés. Donc là, c'est le genre de jeu où on va discuter ensemble en fait, parce que c'est pas parce que c'est mon tour que les autres joueurs peuvent pas me faire des suppositions, et ce film, on doit bien le réaliser ensemble, donc vous allez pouvoir poser 2 dés sur cet emplacement pour résoudre le problème, c'est cool. Attention parce qu'après si ça décale, c'est 2 dés pareils, et après ça devient 3 dés pareils, donc ça va devenir de plus en plus difficile de résoudre les problèmes parce qu'ils se sont empêtrés. Vous allez par exemple sinon pouvoir engager un stagiaire. Engager un stagiaire, ça peut vous permettre de décaler une phase de dés, ça va être bien pratique pour avoir de la souplesse. Le stagiaire quoi, il fait un petit peu voilà, ce dont on a besoin qu'il fasse. Mais le stagiaire n'est pas très expérimenté, mais lui-même il va vous faire tirer une carte problème immédiatement. Donc, il vous aide, mais en contrepartie, tout simplement il y a une contrepartie. Très thématique à nouveau je trouve, vous allez pouvoir construire un décor. Comment ça fonctionne? Nous avons notre zone ici dans laquelle nous allons construire notre décor pour faire nos fameuses scènes. On va tirer des cartes de décor, donc il y a 2 petites pioches. On va les mettre sur le plateau. Vous pouvez refaire cette action plus tard pour
réagencer le décor, parce que peut-être que vous en aurez besoin. Ces décors, ils vous donnent des emplacements bleus sur lesquels vous allez pouvoir placer des dés. Il va y avoir des emplacements spécifiques. On vous dit ici, on peut mettre que cette phase de dés là bien précise, ou il y en a, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Ces phases de dés, elles vont être très importantes parce que elles vont vous permettre d'aller tourner les scènes. Donc c'est une des actions qui est possible. Alors tourner les scènes, ça va vous demander de dépenser de l'argent et voire même du planning. Des fois, vous avez le petit coup en face tout simplement. C'est vraiment très bien fait en termes d'iconographie. C'est pas le plateau le plus beau du monde. Mais attention, j'ai pas dit moche, pas du tout, parce que je trouve que en termes de graphisme, ça a vraiment une patte, c'est très sympa, avec ces personnages un peu en mode monsieur et madame, comme dans les livres pour enfants, je trouve ça très cool. Mais alors par contre, c'est super lisible, et franchement, c'est tout ce qu'on demande souvent. On va donc avoir le coup indiqué en face, et la carte, eh bien on va pouvoir, donc la carte de scène, la jouer si vos dés correspondent tout simplement à ce qui est demandé. Celui cette carte en bas a une forme bizarre. Ouais, pas facile. Cette carte, on va la retourner et on va la mettre sur l'emplacement, et donc on tourne les scènes les unes après les autres. Alors c'est cool parce que les scènes, on les découvre du coup, et vous allez un petit peu raconter votre film en même temps que vous le tournez. C'est vous autour de la table qui faites vivre le truc. Parmi les actions possibles, vous allez également pouvoir faire un brainstorming. Alors, je sais plus comment ça s'appelle en français, il y a un petit texte ici, mais en gros c'est un brainstorming parce qu'en fait vous allez avoir 3 cartes d'idées chacun, et quand on lance un brainstorming, donc hop là on pose un dé, tout le monde va choisir donc des cartes de ses mains, on est obligé de les choisir, et ces cartes, que va-t-on faire avec? Il y en a une dont on va se servir pour faire un effet immédiat. Donc vous avez une idée, pim, vous en servez. Une qu'on va mettre de côté dans cette zone qui vous permettra plus tard en dépensant des dés de jouer cette idée, et une que vous allez virer. Donc en gros vos 3 cartes d'idées sont utilisées immédiatement. Et c'est avec donc toutes ces petites options ici que vous allez vous en sortir. Il y a des critères qui vont vous faire marquer des points de qualité. Normalement, notamment les scènes en elles-mêmes vont vous donner des petits bonus de qualité. Mais, et surtout, en début de partie, vous allez tirer des petites conditions. Et donc on vous dit, admettons, c'est un film d'action et c'est un film comique. Et parmi les scènes que vous allez mettre, vous allez essayer de trouver des scènes d'action et des scènes comiques. Alors, ça vous demande des fois de faire juste apparaître un icône, et quand il apparaît sur l'une de vos scènes, pim, c'est parfait, ça fait progresser. Et des fois, il faudra réaliser des schémas. Par exemple, on vous dit, je sais pas moi, 2 scènes comiques à la suite, pim, vous augmentez votre qualité de 2 ou de 3. Donc vous allez essayer de faire ça, parce qu'en fin de partie, ça fera toute la différence, sauf si vous avez prévu de faire un gros nanar, mais je vous préviens, ça va pas être facile. Voilà pour Saturne. Je trouve fort sympathique, j'ai juste envie d'y jouer en fait. Voilà, la thématique est vraiment cool. La thématique est pour beaucoup, la mécanique est assez light en soi, et elle a l'air assez permissible, et ça raconte des choses, ça fait plaisir. Je te laisse la main. Yeah. Coucou YouTube, je suis là pour remplacer magnifiquement Alex. Bonjour, Le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes. J'aurais essayé, promis. Moi j'essaye même pas. Non, t'as essayé au début, c'était remarquable. Je m'en rappelle pas, je veux pas en parler. La guerre de l'anneau, du coup, le jeu de cartes, il a un peu déjà existé avant, il a été refait ce jeu, et le revoici dans sa nouvelle refonte, on va dire. Je vous explique vite fait ce que c'est. C'est un jeu d'affrontement de 2 ou 4 joueurs, donc l'un contre l'autre ou une équipe contre l'autre, à partir de 14 ans pour 1h30 de jeu. Dans l'univers donc de Monsieur Tolkien, le Seigneur des Anneaux, vous allez livrer bataille sur les différents lieux mythiques de cette saga. À votre tour, vous pouvez soit jouer une carte, soit activer le pouvoir de la carte, soit équiper vos héros, soit déplacer vos personnages, soit vous déplacer votre armée, c'est ce qui est le plus intéressant, sur les lieux de bataille pour défoncer l'adversaire ou les adversaires. Les différents lieux de bataille ont leur un peu contraintes et spécificités pour pouvoir y aller, et forcément, il faut avoir l'armée la plus puissante pour défoncer celui en face. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a d'autres choses. Mais c'est principalement ça. Maintenant, on va passer à un sujet que je maîtrise mieux. Désolée. Je me demande de quel jeu il peut bien s'agir. Everdell New Leaf Extension. C'est ma favorite avec Spirecrest. Donc, New Leaf, notre ville, la vallée, a enfin une gare avec des trains et donc des visiteurs. Et on a un magnifique chat avec une montre à gousset et des lunettes. Et un petit veston, voilà. Ok, c'est validé. Déjà, chat, je valide. Achetez cette extension. On a un magnifique plateau, comme d'habitude, qui se rajoute ici à droite du plateau central, qui sera ici du coup. Ok. Voilà. Comme peut-être vous le savez ou pas, chaque extension est un plateau qui va se coller à différents endroits autour du plateau central.
Donc ici le plateau, on peut y voir la gare avec des visiteurs, des petits wagons avec des marchandises et de nouveaux emplacements pour interagir avec cet endroit. Forcément. Vous avez aussi le droit à 4 nouveaux peuples. Hop là, magnifico. Une petite abeille, un chat, les escargots et les chauves-souris. Ces animaux sont beaucoup trop cool. Voilà, vous avez donc avec, j'en ai pris que 2, mais les représentants de ces peuples pour les autres extensions, Spirecrest et Pearlbrook. Avec ça, vous avez aussi les pouvoirs de ces nouveaux peuples qui vont avec l'extension Belfair qui amène donc les pouvoirs de peuple pour plus d'asymétrie. Ok. Voilà, vous avez des visuels, ils sont mignons, trop mignons. Bref. Voilà, vous avez des nouveaux emplacements pour la forêt au milieu qui vont vous faire gagner des ressources ou autres petits avantages. Vous allez aussi avoir des nouveaux objectifs d'arbres, les objectifs de course à l'objectif, on va dire, parce que vous avez aussi de nouveaux objectifs à mettre au pied de l'arbre qui vont recouvrir d'anciens. Voilà, voilà, comme la métropole, maintenant vous avez, normalement il y a la rivière au milieu, et bien maintenant vous mettez ça par-dessus, il y a un pont qui rejoint la vallée et le grand arbre. Voilà, c'est mignon. Ça, c'est les nouveautés, on va dire, d'en plus. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est vraiment les nouvelles mécaniques. Évidemment, vous avez aussi des nouvelles cartes, mais là-dedans, il y a des nouveautés. Donc la gare, vous pouvez vous y placer à la gare avec un de vos ouvriers. Ici, c'est l'emplacement, un ouvrier maximum par joueur, c'est très clair, mais tout le monde peut y aller. Vous défaussez un visiteur de la gare, puis vous gagnez un visiteur et une tuile wagon. Donc vous en choisissez un. Les visiteurs, ça va être des objectifs pour fin de partie. Si vous arrivez à remplir les conditions en dessous, en fin de partie, vous gagnez les points de victoire associés ici. Ils ne prennent pas de place dans votre ville, ne vous en faites pas. Et vous choisissez une des ressources dans ces wagons. Vous prenez la petite tuile et vous la remplacez par ce magnifique sac. Là, hop, vous sortez une petite tuile et vous le remplacez. Ça, c'est over-édité parce que là, il n'y a que ça de petites tuiles. Mais c'est beau. C'est très joli. Voilà, ça c'est la première action qu'on peut faire ici. Forcément, vous en prenez une de cartes. Hop, on en met une nouvelle. Vous avez vu ce petit tas de cartes qui en fait a exactement la même image que la gare en dessous. J'aime ces détails. Vous pouvez aussi vous mettre ici, à la butte. Vous, un ouvrier pareil par joueur, vous allez pouvoir défausser 3 cartes de la prairie ou de la gare, les réapprovisionner, puis piocher 3 cartes de la prairie ou de la gare et gagner une tuile wagon. Sachant que ici, vous pouvez aussi prendre des bonhommes. Ça fait des bonhommes que vous prenez et que vous mettez dans votre ville. Quand vous en prenez un, vous prenez la ressource qui est en face. Vous voyez, il y a 3 emplacements, 3 wagons. Contrairement aux visiteurs, quand vous en prenez un, vous choisissez la ressource. Là, si vous prenez le poète, vous prendrez forcément les 2 brindilles. Ok. Voilà. Vous avez les réservations, les jetons de réservation. En fait, dans cette extension, vous avez plein de mini-extensions que vous pouvez mettre juste avec le jeu de base ou pas. Vous pouvez jouer à tout ce qui concerne la gare. Mais ça, par exemple, ça peut s'ajouter tout seul au jeu de base. C'est des jetons de réservation. Donc, vous voyez, ça fait un petit saut en cire. Okay. Vraiment, les détails sont fous. Maintenant, une action possible à votre tour, c'est de réserver une carte. Donc, vous prenez une carte. Vous la mettez devant vous et vous mettez le jeton. Et quand vous voudrez la construire, vous pourrez la construire avec une ressource de moins. C'est gravé ici quand même, c'est gravé, hein. C'est pas écrit, c'est gravé. Et hop, vous le retournez pour dire que vous ne pourrez récupérer ce jeton-là qu'au passage de la prochaine saison. Donc vous pouvez réserver une carte une fois par saison. Voilà. La réservation, c'est fait. Billets. Pareil, billet, ça peut être joué avec l'extension, sans l'extension, juste avec le jeu de base. C'est un billet aller et retour. Petit détail qui tue. Ça vous permet de déplacer, c'est marqué dessus en plus au milieu de tous les petits détails, déplacer un ouvrier déjà déployé vers un nouveau lieu. Ça c'est pété. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Une fois et 2 fois dans la partie. Voilà, aller-retour, c'est tout. Et enfin, les petites portes qui maintenant, vous voyez, ont une petite feuille dorée dessus. Elles sont spéciales parce que maintenant vous avez le droit à des chaînages particuliers. Par exemple, ce boulanger, vous voyez qu'ici, il peut se mettre dans n'importe quel habitat qui ait une petite feuille verte. Donc on va dire, là j'en avais préparé. Est-ce que voilà. Vous voyez, la serre, c'est un type vert. Et bien là il y a marqué, vous pouvez y mettre n'importe quel vert.
Vous pourriez mettre celui-là par exemple, c'est pas forcément le gars qui allume les lampadaires, c'est pas forcément sa maison la serre. Mais là, on est open bar dans New Leaf, donc vous pouvez lui mettre dessus et le mettre dans cette maison. Donc quand on met dans une maison, et ben ça veut dire que vous pouvez la jouer gratuitement cette carte. C'est à ça que ça sert, c'est un peu le cousin du chaînage de Seven Wonders. Ça va être la grande différence. Vous êtes limité en nombre de portes New Leaf. Je crois que vous en avez que 5, mais c'est un chiffre donc je vous le garantis pas, j'ai sûrement oublié le vrai chiffre. Mais voilà, vous êtes limité dans toute la partie, vous ne pouvez pas l'utiliser à fond et infiniment. Voilà, ça va être à peu près tout ce qui est déjà pas mal. Moi, ça m'a bien chauffé pour jouer déjà. Elle est tellement bien. Comme d'habitude, c'est super bien édité. Quoi. Oui. Toujours impeccable, Everdell. Tous les moindres détails. Bon, on passe à autre chose qui est très jolie aussi. C'est Les Royaumes Sauvages par Steven Aramini et illustré par Cathy Grierson. Donc c'est distribué par les Lucky Duck Games et édité par Galactic Raptor Games. C'est mignon. C'est 1 à 5 joueurs, 45 minutes de jeu, 8 ans et plus, jeu familial de majorité, on va dire. Oui, c'est ça, prise de territoire et majorité. Vous allez avoir des cartes en main de créatures, vous en avez 4 en main chacun. Et votre but va être de prendre l'ascendant dans les 5 royaumes qui sont ici, en posant le maximum de vos petits cubes de couleurs dans les emplacements un peu du conseil et des villes. Ok. Comment ça se passe? Eh bien, on va avoir 3 âges qui vont nous permettre de scorer plus différemment en fonction. Donc ça, au premier âge, avoir la majorité dans ce terrain-là rapportera 5 points. Hop, on retourne. Au deuxième âge, ça rapportera 9 points. Des choses comme ça. Donc déjà, ça c'est le marqueur le marqueur de tour. Et vous allez avoir des décrets dans chaque royaume qui vont changer aussi à chaque manche. Les décrets, c'est les conditions pour que vous jouiez des cartes dans des royaumes, les cartes qui sont en fait du coup posées vos petits cubes dedans. Comment ça se passe? À votre tour, vous jouez une de vos cartes dans un des royaumes, ou en tout cas vous essayez, parce que peut-être que vous ne pourrez pas. Et vous allez respecter donc la contrainte, par exemple, si je veux poser un cube à moi dans ce royaume-là, il y a marqué faire une suite de 1 à 8 sans sauter de valeur. Du coup, il faudrait que ici j'arrive à mettre un 4. C'est pas là, je n'en ai pas. Du coup, je vais essayer d'aller ailleurs. Par exemple, ici, c'est que des espèces différentes. Est-ce que j'ai... Ah bah oui, j'ai une abeille qui n'est pas encore là. Hop, je la pose. Et on va dire que je suis joueur bleu, parce que le bleu, c'est la meilleure couleur. Et je mets un petit cube à moi sur un des endroits du royaume. Sachant que si à un moment, j'arrive à poser et à finir un royaume, je pose mon petit cube dans la capitale. Ça me sert à rien sur le moment, à part que ça m'oblige à regarder les autres jouer jusqu'à la fin de l'âge. Mais par contre, à partir du prochain tour, vous aurez toujours un cube à vous dans les conseils là-haut. Donc en gros, vous commencez avec déjà une influence dans ce royaume pour les prochains âges. Ça, c'est le truc un peu malin. Ça va être à peu près tout. Voilà, donc c'est surtout les contraintes qui sont stylées parce que vous allez beaucoup jouer en fonction de ce que les autres ont joué, vous pouvez les bloquer. Vous allez aussi avoir des fois des conditions qui sont par rapport à ce qui a été joué dans les royaumes à côté ou les conditions par rapport à tout ce qui a été joué. Enfin voilà, il y a plein de décrets qui sont très différents. Il faut par exemple une paire d'espèces ou de valeurs, il faut des valeurs impaires, voilà, il y en a plein de différentes. Okay. Et c'est principalement ça, les royaumes sauvages, c'est très fluide. Petit jeu familial. Exactement, tout public, familial, petit truc de on bloque pas, on essaye de prendre les majorités. Évidemment, quand on a posé toutes nos cartes, enfin nos cartes, oui, on compte qui a le plus de cubes, c'est lui qui remporte les points ici. Hop, on récupère tous notre fatras, sauf ceux qui ont réussi du coup à se positionner dans le conseil. Et voilà, c'était le royaume sauvage, on enchaîne. Et c'est parti pour un petit peu d'actu JDR avec cette semaine Zombicide Chronicles. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un livre de règles pour jouer à Zombicide, le jeu de rôle. Mais oui, exactement. Donc, des jeux de rôle en survie de milieu zombie, on en a vu un certain nombre. Celui-ci, il est quand même très malin, il faut avouer. Parce que même si on peut le jouer juste avec notre imagination et des feuilles de personnages et des dés, le jeu est pensé de telle manière à ce que si vous avez du Zombicide à la maison, tous vos plateaux et toutes vos figurines vont vous servir pour faire toutes vos aventures. Mais non, Jamy. C'est vraiment trop malin, franchement. Rien que pour ça, bravo. Et c'est pas juste, on vous donne des règles de jeu de rôle et débrouillez-vous avec. Il y a un vrai travail d'édition. Donc, ils sont filmés, mais j'en ai défilmé un parce que je voulais vraiment jeter un coup d'œil. Je voulais voir comment c'était fait. Et
on y trouve ce qu'on a envie de voir un petit peu dans du jeu de société moderne, à savoir plein de... Du jeu de rôle. Du jeu de rôle moderne, tout à fait. Normal, oui. Des belles illustrations, une mise en page aérée. On va avoir bien évidemment les règles. Alors les règles sont relativement light, c'est tant mieux pour ce style de jeu. Et surtout à la fin, vous allez avoir tout un tas de cadres de campagne, de scénarios. Donc on vous dit, voilà, dans la ville, vous allez pouvoir trouver tel lieu, tel lieu, tel lieu. Par exemple, le centre-ville. Dans le centre-ville, on peut rencontrer ce genre d'ennemis. On peut trouver ce genre de ressources. Même si la gamme se lance sans livret de scénario, vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici la fin d'année normalement, eh bien vous pouvez déjà commencer à faire vos petits scénarios maison, des scénarios zombies, ça se fait quand même assez facilement, et au pire, je vous rassure que sur internet ou en fouillant dans vos scénarios de vos boîtes de zombicides, vous allez trouver plein d'idées. Donc c'est un jeu qui va se jouer forcément avec les dés de zombicides. Mais si vous avez des dés à 6 faces classiques à la maison, ça demande pas un gros effort mental de conversion, c'est vraiment assez clair. Voilà, des petits équipements qu'on peut trouver, des styles de jeu, etc. Bref, tout ce qu'on a envie de voir dans un jeu de rôle moderne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du jeu de rôle dans un univers avec des zombies, et pour le coup ça donne envie. Hop là, je vous montre un petit peu les personnages pré-tirés. Voilà, hop là, le Zombicide Chronicles, et donc on aura normalement l'écran et le livre avec les scénarios qui devraient arriver dans le courant 2023. Juste à côté, on a Ronin, qui est là depuis un bon 2 semaines, je crois. Mais bon, avec le planning des vidéos, ça n'a pas été facile de vous en parler. C'est un jeu de Thiago Rungues, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un monsieur qui est brésilien, donc le jeu est brésilien en lui-même. Cette version que vous voyez là, elle est imprimée en France. Donc voilà, on a un petit bouquin, alors qui fait pas 400 pages, hein, mais c'est aussi ce qu'on va chercher dans ce genre de format, imprimé en France, c'est agréable, avec à nouveau, je sais, je le dis à chaque fois, mais bon, je le dis surtout quand il y a raison, de belles illustrations, parce que quand on achète un jeu de rôle, ok, on fait marcher notre imagination, mais de belles illustrations pour lancer la machine à l'imaginaire, c'est encore mieux. C'est un véritable ovni, parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle solo. C'est un générateur d'histoire, à base de dés et de tableaux, de scénarios, de rencontres, de lieux, etc. Vous allez du coup générer vos propres histoires et les faire vivre et résoudre les situations. Je suis assez curieux du truc. Je m'étais vraiment dit, oh cool, j'ai plus ou moins une semaine pour pouvoir le lire et vous en parler mieux. Bon, j'ai une pile comme ça de jeux de rôle à la maison, notamment City of Mist, dont je me délecte en ce moment. Je viens de finir 4, c'est très sympa. J'ai Dishonored sur le feu. Mais à un moment ou à un autre, je vous en reparlerai de cette petite curiosité. Et voilà, c'était à peu près tout, si ce n'est que, normalement, ici, il devait y avoir Farce Macabre, le nouveau volume pour l'Appel de Cthulhu, la dernière édition de chez Edge. Il a eu un succès monstre à sa sortie. Il s'est fait éclater. Pourtant, j'en avais commandé pas mal, enfin pour du jeu de rôle. On n'est pas sur des skijots, hein, on est d'accord. Vous inquiétez pas, j'en ai recommandé plein, surtout si vous êtes joueur de l'Appel de Cthulhu et que vous l'attendez, vous nous passez un coup de fil, vous nous faites un petit message et on vous en réserve un, comme ça vous êtes certain de l'avoir. Je vous en parle rapidement, c'est une campagne avec le cadre de campagne et tous les petits accessoires qui vont bien avec. Ça se passe au Caire dans les années 20 et c'est un scénario de Alex de la Iglesia, qui est un scénariste, réalisateur et producteur de films espagnol, j'espère que je dis pas de bêtises, des années 90-2000, qui est pas mal réputé dans son style, et voilà, je sais que pour ça le scénario la campagne était particulièrement attendue, mais du coup je vous en reparle la semaine prochaine et on passe à la suite. Non, ça se joue pas comme ça, mais c'est J'étais en train de me demander ce que tu faisais. Bon, une nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'en vrai c'est sorti depuis un certain temps quand même aujourd'hui. Ouais. Mais c'est nouveau à la boutique. On y a joué, on a vraiment kiffé en vrai. On a adoré. Donc on s'est dit, c'est obligé, faut qu'on le présente quoi. Mais oui, on a même joué avec plein de clients, parce qu'en fait on jouait entre nous sur le comptoir quand il y avait personne, et puis c'était tellement prenant que des fois, même quand il y avait 1 ou 2 personnes, on était genre. Et en fait les gens venaient jouer avec nous, donc venez jouer avec nous. Smart 10, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de culture G. Oui, de culture G, soit seul, soit en équipe. En tous les cas, c'est 4 maximum, c'est-à-dire 4 personnes ou 4 équipes, on va dire, sur plein de thèmes divers et variés. Ça va du Disney au basket, en passant par les drapeaux du monde, l'alphabet grec. Voilà, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et en même temps, c'est aussi un jeu de stop ou encore et de prise de risque, parce qu'à un moment, un peu à la TTMC, va falloir savoir
nos connaissances en se disant là je peux plus continuer, je suis plus sûre des réponses là. Comment ça se passe? Regardez-moi ça. Là c'est un petit coffret. Dedans il y a plein de cartes, elles sont toutes recto verso, donc avec plein de thèmes. Là on a glissé une carte et la question est quelle est la couleur principale de... Vous avez Pikachu, le short de Mickey, le t-shirt d'Homer, etc. À votre tour, vous réfléchissez à une des réponses et vous dites ok, la couleur principale de Pikachu, je le sais. Je dis jaune, j'annonce. Et là, oh, jaune. Ok. Yeah, j'ai un point, ou mon équipe a un point. Ouais, ça y est, j'ai envie de jouer. C'est addictif. Mais de fou. Prochaine équipe ou prochaine personne, il regarde, il dit bon, il y a un truc dont je suis sûre, c'est la couleur de Milou. C'est blanc. Ouais. Ok, on continue comme ça. Quelqu'un va dire ok, le chapeau d'inspecteur Gadget, je pense qu'il est marron. Il annonce et c'est gris. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il perd tous les points qu'il avait gagnés jusque-là et il sort de la manche. C'est là où vient la petite subtilité de, à un moment, il reste que des réponses où vous dites non, je sais pas, je préfère au moins sauvegarder les points que j'ai actuellement et je sors de la manche. C'est là où c'est assez intéressant et ça peut être frustrant parce que des fois on a vraiment envie d'essayer, des fois on essaye et souvent ça finit mal. Oui, complètement. Donc du coup, je vais vous laisser répondre aux autres questions, à celles que vous voulez, dans les commentaires. Comme ça, on verra qui a le plus de sans faute. On en parlera la semaine prochaine. Vous pouvez faire pause si vous voulez bien voir toutes les questions. Et la semaine prochaine, on vous dira ça. Allez, on passe à la suite. On fait encore un peu de culture générale avec la bouteille d'Antoine. C'est la bouteille d'eau de la survie. San Pellegrino. Alors, culture générale, ça a été créé quand? Où? Comment? Est-ce que c'est de l'eau potable? Peut-être. Ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste mon moyen de survivre lors de vidéos. Donc, la vraie nouveauté, à part la San Pellegrino, c'est Timeline Twist. Twist, mes chers amis. Pourquoi un twist? Parce que maintenant, nous pouvons jouer à Timeline en coopération. Et en compétitif aussi. Il y a les deux modes dans le jeu. Grande différence surtout, même si je vais vous en parler vite fait, c'est le format. Hein, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je vais le choper. Ça, c'était Timeline. Les cartes étaient comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi ils ont choisi ce... Peut-être parce que c'était portatif. Ouais, le format de poche, je pense, effectivement. Mais avec des petits textes écrits comme ça dessus. C'est vrai que là, il a un petit coup de neuf, c'est assez bienvenu. Voilà. Ne serait-ce que la boîte, c'est très moderne, les illustrations également. Et voilà, les cartes sont grandes. C'est la grande différence. Donc de 2 à 6, 20 minutes de jeu, 8 ans et plus, 8 ans parce qu'il faut un peu de culture G, c'est sur l'histoire du coup. Ici, c'est sur l'histoire de manière globale. Vous allez en fait avoir 35 cartes à classer tous ensemble. En tout cas, en classer le plus possible dans le bon ordre. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez quand même jouer en compétitif, comme à l'ancienne. Chacun a ses cartes devant lui, on va essayer de les placer dans la timeline avant, après, etc. Être le premier à avoir bien placé toutes ses cartes. Voilà. Donc vous avez les deux modes dans la boîte. Et vous avez aussi une boîte à part qui peut être une extension ou un stand-alone basé sur la culture pop. Voilà. Ça, si je joue contre David, j'ai perdu. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant, vous pouvez mélanger la création de la pyramide de Gizeh avec la sortie du premier Star Trek au cinéma. Ah, pas évident. Pas évident parce que les deux, c'est l'Antiquité à peu près. Ouais. C'est à peu près tout pour Timeline. Et je crois que c'est à toi. C'est parti. C'est l'eau du robinet en plus. Pas de placement de produit. La mort aux trousses. Dans la gamme série Héros Solo, donc en gros c'est une trilogie désormais puisqu'il y avait le défi de l'arène et Warp's Edge avant ça, et les petites extensions qui vont bien avec. C'est un jeu de Scott Ames qui a fait notamment le Warp's Edge qui est sorti juste avant. Jeu donc uniquement en solo. Ici c'est un jeu à campagne, donc c'est un jeu dans lequel vous allez avoir... Tu peux la descendre s'il te plaît. Oui bien sûr, Merci. hop là, normalement ici tu devrais pas avoir trop de reflets. Ouais, c'est surtout pour mes bras. Vous allez avoir des enveloppes avec des chapitres dans lesquels vous allez découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux ennemis, etc., etc. Donc évidemment, je ne vous révèle pas grand-chose, sachant que moi-même, je ne les ai pas ouvertes. Donc je ne vais pas vous révéler grand-chose, vu que je n'en sais pas beaucoup plus, mais je peux vous expliquer le fonctionnement de base du jeu. Pour la thématique, nous sommes dans une sorte de Mad Max en fait, hein, ni plus ni moins. On va traverser le désert, les terres arides avec notre véhicule. Nos véhicules, puisqu'en fait, bon, à chaque partie, vous avez un véhicule, mais
vous avez le choix parmi plusieurs, à chaque début de partie, vous avez le choix entre différents pilotes. On choisit donc son pilote, son véhicule, et on est parti, on ouvre le petit livret de campagne. On va aller à la première double page, et donc là, il va y avoir une mise en place qui nous est donnée. Et il va y avoir des petits tableaux qui vont nous indiquer ce que font les dés, notamment les dés rouges qui sont là pour vous embêter. Et surtout, vous allez avoir une belle illustration avec le boss que vous allez devoir affronter sur le chapitre en cours. Parce que, oui, comment est-ce qu'on gagne? Eh bien, il faut arriver à battre le boss. Comment est-ce qu'on perd? Lorsqu'on se fait défoncer son véhicule. On va jouer 3 manches, et donc sur la 3e manche, c'est là où le boss va arriver. Avant ça, va falloir juste se débrouiller avec les autres véhicules, les Raiders, qui sont là pour tout faire sauter, en fait, tout simplement. C'est un jeu de poste de dés, tout simplement. Et alors, bon, comment ça se joue? En gros, je vous ai dit 3 manches. Les manches, on va les jouer un certain nombre de tours, et en fait, à la fin d'une manche, s'il n'y a plus que 2 ennemis au moins, on passe à la manche suivante. À chaque tour, on va avoir 2 phases de jeu. En gros, première phase de jeu, vous allez pouvoir récupérer de l'équipement. Ce sont des cartes comme ceci, des choses que vous allez construire sur votre véhicule. Donc des blindages par exemple des fois avec des gros pics, des mitraillettes qui vont tirer sur un seul ennemi, ou au contraire qui vont pouvoir arroser plein d'ennemis. Enfin bref, il y a plein de choses, et vous en doutez, du coup il y en a plein à découvrir dans les enveloppes. On va aussi pouvoir réparer ces éléments-là, parce que bon, au début, votre véhicule, ça va, il est à peu près en bon état. Je vous assure qu'entre chaque tour, entre chaque manche, il va prendre très très cher. Donc, que va-t-on faire? En fait, on va jeter tous les dés. Les dés, en priorité blanc, on va s'en servir donc pour acheter, en faisant des combinaisons de dés, les éléments que l'on va donc placer sur son véhicule, sachant que on a des éléments quand même, hein, le jeu vous balance pas juste avec votre véhicule pas équipé du tout. Vous allez donc des fois faire des tripler 2 dés, ou avoir 4 dés pareils pour pouvoir acheter un équipement. Sachant que quand vous allez utiliser des dés rouges, ça va se retourner contre vous, parce que c'est les dés des ennemis. Vous allez donc pouvoir réparer. Il va falloir dépenser des dés pour faire toutes ces petites actions. Ce qui va être possible de faire aussi, c'est que vous allez avoir sous la main des pièces détachées, potentiellement. Il y a différents niveaux de difficulté, vous allez agencer suivant le nombre de pièces détachées que vous mettez. Donc plus vous commencez avec des pièces détachées, plus le niveau sera facile. Vous pouvez choisir de commencer sans pièces détachées, et donc sans ces dés bonus, et c'est le mode de jeu le plus difficile. Ces pièces détachées, on les obtiendra, vous verrez, en détruisant des véhicules ennemis. Donc voilà, en gros, on dépense ces dés pour réparer, pour construire, et là on passe à la 2e phase, c'est la phase de baston, hein. Donc le petit livret là va vous indiquer comment les véhicules ennemis arrivent, les petits véhicules là, comme ceci. Ils ont une mise en place bien particulière, sachant qu'elle va pas rester comme ça tout le long, parce qu'ils vont tourner autour de vous. En gros, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et leur positionnement va avoir une grande importance vis-à-vis de vos défenses, vis-à-vis des pouvoirs d'attaque qu'il y a sur vos équipements. Il n'y a pas que des pouvoirs d'attaque, hein, il y a des trucs pour faire des déplacements, etc. Il y a un côté un peu tower defense, en fait, si on veut, mais en termes de thématique, je trouve qu'on est vraiment dedans. Le côté course-poursuite, on va à nouveau faire des choses avec les dés. Il va y avoir une première phase où les dés rouges, donc on va avoir lancé, vont venir s'appliquer sur les emplacements. Donc je choisis un dé, admettons, je sais pas moi, un dé de... qu'est-ce que j'ai comme exemple sympa sous les yeux? J'en ai pas d'exemple qui m'arrange. On va dire le 3. Et donc je mets le 3 sur un véhicule qui possède un petit face 3. Ça va activer ce véhicule. S'il y avait d'autres véhicules avec le même dé dessus, ça les activerait aussi. Et ensuite, on va avoir une phase où, avec les dés blancs, on va répondre aux adversaires. Et donc là, on va activer nos propres équipements qui, comme vous le voyez, ont des dés dessus. Donc en gros, on va avoir plusieurs infos, hein. Il va y avoir le coup pour les équiper, il va y avoir les dés à placer dessus pour les réparer, les activer, il va y avoir leur effet, il va y avoir un effet bonus. Effet bonus, en fait, c'est si vous mettez la valeur bien précise. Parce qu'en fait, quand il y a marqué, admettons, voilà, ici 3 sur cet équipement, ça veut dire qu'il faut que je mette au moins 3 pour l'activer. Mais si je mets un 3 pile, ça va faire un effet bonus. Même chose quand vous réparez, si vous réparez avec la valeur pile, ça va mieux réparer, en gros. Et donc vous allez alterner ces phases en dépensant tous les dés, un coup du rouge qui vont déclencher les adversaires, un coup du blanc pour vous. Attention, si un dé rouge ne correspond à rien, admettons vous avez, j'en sais rien moi, un 4, et il n'y a pas d'adversaire possédant un 4, c'est là que vous allez lancer ce dé, et dans le petit tableau qu'il y a sur le boss, ça va faire un effet. Et donc, du coup, il y a déjà pas mal de hasard qui fait que vous ne verrez pas tous les effets à chaque fois, et chaque boss va avoir un petit peu ses effets bien à lui. Là aussi, il va y avoir un petit côté, il va falloir calculer pile ce qu'il faut, parce que déjà, il faut utiliser les bons dés sur les bons emplacements, en essayant de coller au mieux à la valeur pour déclencher les effets bonus, et surtout, vous allez faire des dégâts aux ennemis. Admettons, il a combien celui-là? 5 de blindage.
Alors vous l'avez déjà un peu attaqué, il lui reste plus que 2. Bah, si vous lui faites à nouveau 3, bon, bah, il est détruit. Mais si vous faites 2, et donc il lui restait pile 2 points de vie, pim, vous enlevez pile le bon nombre de points de vie, et du coup, vous allez pouvoir le mettre de côté pour la pièce détachée. Et la pièce détachée, bah, c'est la valeur en dés qui va vous servir plus tard à réparer plus facilement. Bref, voilà. Bon, je rentre pas dans les détails, je vous en ai dit déjà beaucoup trop, je pense, parce que il n'y a pas 3 tonnes de règles, c'est assez fluide et c'est ce genre de jeu où, en ouvrant les enveloppes, vous allez débloquer tout un tas d'autres matériels. Et alors, le jeu vient, hop là, avec son extension. Déjà avec, wow. Ouais, bah tout de suite. Avec une nouvelle campagne, avec de nouvelles enveloppes, avec de nouveaux héros, de nouveaux véhicules. Wow. Et tout ce que l'on attend de ce genre de jeu. Donc, je l'ai pas dit, c'est pour des parties de environ 40 minutes. Ouais, voilà, en gros. On passe à la suite. À nouveau du jeu qui peut se jouer en solo, mais qui peut se jouer jusqu'à 5. C'est un jeu coopératif, c'est Black Orchestra, donc Starling Games, un jeu de Philippe Dubarry, et c'est Matago qui propose ceci dans sa collection Historia, parce que Matago va se lancer comme ça dans des petites collections à thème. Je trouve que Il y avait Blitzkrieg. Bah, oui, probablement. Oui. En tout cas, en thématique historique, Blitzkrieg qui est quand même très cool aussi comme jeu. Donc, nous sommes en 1936, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, on va se situer essentiellement en Allemagne, puisque notre but c'est d'ourdir, de réaliser même un complot pour assassiner Hitler. Ah, pas mal, pas mal. C'est comme ça qu'on gagne, hein, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque manche, il va y avoir des cartes d'événements qui vont être tirées, et suivant sur quel paquet d'événements on est, ça va faire progresser l'histoire, donc il y a une certaine cohérence historique, et vous allez avoir une sorte de timer aussi évidemment pour réaliser cet assassinat. Au tout début, vous allez pouvoir aller que dans Berlin et ses alentours, et suivant où vous en êtes dans la timeline, vous allez débloquer de plus en plus de lieux. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en gros ? Vous allez avoir chacun vos personnages. On va jouer notre tour, donc quand c'est le début de mon tour, je vais voir si mon personnage déjà il n'est pas dans le même lieu que l'un des personnages adverses, donc qui n'est pas joué par un joueur. Hein. Et donc là on retrouve des hauts dignitaires, donc il y a forcément Hitler, il y a Goebbels et compagnie. Si on se retrouve sur la même case d'un de ces personnages, donc sur le même lieu, vous allez vous prendre un malus. Ah oui, parce que ça craint, vous n'avez pas spécialement prévu ça, ou du coup ça vous met les chocottes et vous perdez du moral, parce qu'il y a tout un tas de petites jauges à respecter. Donc voilà, ça c'est la première phase de jeu, donc si vous n'avez pas un intérêt bien précis à être sur la case de tel ou tel personnage, peut-être qu'il vaut mieux ne pas y être. Puis, vous allez pouvoir faire des actions, donc il y a tout un tas de petites actions. Alors là, je m'aide un petit peu du plateau, parce que pour le coup, c'est le genre de jeu où vous allez lire les règles une fois, et après vous allez avoir, vous voyez, presque un tiers du plateau, où c'est que du rappel de jeu. Et je trouve ça hyper bienvenu, parce que du coup, ça va apporter énormément de fluidité. On va pouvoir faire comme action, hop là, je m'aide à nouveau. Vous allez pouvoir collecter sur le plateau des petits éléments comme ceci sous forme de petites tuiles en forme d'enveloppe. Alors elles sont face cachée, il va y avoir une des premières phases d'action pour les dévoiler, savoir ce que c'est. Alors ça peut être des objets genre du poison, ça peut être une signature d'un dignitaire, ça peut être des faux papiers ou des documents secrets, voilà, ça fait plein de petites choses. Fort utile tout à fait, donc dans un premier temps on les dévoile, dans un deuxième temps on les récupère, il y a une des actions qui va vous permettre de les échanger avec les autres joueurs si vous êtes sur le même lieu. Que va-t-on pouvoir faire également ? On va pouvoir piocher des cartes. Ces cartes, elles vont vous permettre de faire des actions plus sympas que les actions de base. Il y a des cartes d'action légales, il y a des cartes d'action illégales. Là aussi, vous vous doutez que ça va avoir un impact sur le jeu. Il y a tout un tas de paramètres. C'est le genre de jeu où dès que vous faites une action, ça va bouger tout un tas de paramètres. Notamment ici, la protection de Hitler. Parce que plus vous faites du gros n'importe quoi, plus vous attendez, plus il se peut que sa protection augmente. Dans les cartes que vous allez piocher, donc je vous ai dit, il y a des actions légales, illégales, il y a également des complots, les fameux complots qui vont potentiellement vous permettre de gagner. Comment ça fonctionne ? Il y a une des étapes du jeu où on peut dire qu'on va lancer un complot, et en gros sur la carte, il est indiqué qu'il faut vous trouver en compagnie de tel personnage, potentiellement dans tel lieu bien précis. Donc il y a évidemment tout un tas de conditions, c'est un complot d'assassinat, donc il va falloir que ça soit carré de chez carré. Et en possédant tel élément bien précis. Donc admettons, il vous faut le poison, les faux papiers, le poison, il faut que vous soyez en compagnie d'Hitler a priori. Et un nœud papillon. Et un nœud papillon, je sais plus bien ce qu'il y a comme objet. Et puis là, vous allez pouvoir faire le complot, donc c'est un lancer de dés. Vous avez des succès à réaliser, sachant que c'est des dés spéciaux, donc il y a des petites valeurs dessus, il y a des succès. Les vrais succès, c'est des petites cibles. Et il y a des petits aigles noirs de la Wehrmacht. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour vous. Et
il va falloir faire autant de succès que le niveau de protection de Hitler. Ah Voilà, bah c'est oui. comme ça que vous allez réussir à faire votre complot. Vous n'allez pas y arriver au deuxième tour, hein, je vous le dis de suite. Déjà récupérer les items, les différents petits objets, c'est pas évident. Autre action que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir jeter les dés. Donc en gros à mon tour, je prends les dés, je les jette. Il y a un côté un peu prise de risque parce que il y a des faces chiffrées également sur ces dés. Ça vous donne des actions bonus. Admettons, je tombe sur un 3, je crois qu'il y a le 3 sur les dés, mais pim, je viens de gagner 3 actions. Mais à nouveau, il y a les petits aigles de la Wehrmacht. Et ça peut être pas très sympa. Ils sont partout. Notamment, ça peut vous faire. Alors, je n'ai pas tous les effets en tête, des effets négatifs. Notamment, vous allez pouvoir terminer en prison. Il y a aussi un côté un peu prise de risque dans le jeu. Vous pouvez décider, il vaut mieux le faire d'ailleurs, hein, d'aller délivrer un des joueurs parmi vous qui est en prison. Là aussi, c'est du lancer de dés. Là aussi, vous pouvez à nouveau tomber vous-même en prison. Et ça peut aller de catastrophe en catastrophe. Voilà, donc il y a tout un tas de petites actions comme ça qui vont vous permettre de vous organiser, de vous coordonner, sachant que dans le jeu, vous allez pouvoir trouver des petits packs de cartes supplémentaires. Donc c'est pas un jeu dont vous aurez fait le tour en une seule partie, loin de là. Nous n'y avons pas encore joué très honnêtement. Je l'avais durant ma convalescence, là, durant le mois de mars, je l'avais pris à la maison et j'avais pas vraiment trouvé la force ni la motivation d'y jouer. Et pourtant j'en avais très très envie. Voilà, finalement il se retrouve à la boutique, donc Black Orchestra, juste à côté. On a Mission Super Pas Possible, qui est donc la suite de Mission Pas Possible, son petit frère ou son grand frère, parce que un peu plus difficile. Alors, un jeu donc de Kane Klenko, un jeu pour 1 à 4 personnes à partir de 10 ans pour des parties de 10 minutes parce que c'est un jeu avec un timer. Je vous récapitule le Mission Pas Possible original parce que on va retrouver 80% de similarité. C'est un jeu en coopération dans lequel il faut désamorcer des bombes sous forme de cartes comme ceci. Donc on a une pile de cartes, il y a une vingtaine de cartes, je crois qu'il y en a 25 si je dis pas de bêtises. Il faut toutes les désamorcer, il y en aura toujours 2 disponibles simultanément. Comment ça fonctionne? Il y a quelqu'un qui va piocher des dés dans un sachet, qui va jeter les dés, chacun notre tour on choisit un dé, on va le poser. Évidemment, donc il faut remplir les emplacements, hein, vous l'avez compris. Il y a des conditions de pose, ce qui va vous faire galérer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on trouvait déjà dans Mission Pas Possible. C'était un jeu qui était réputé pour être vraiment pas facile. Moi les jeux avec un timer comme ça, ça peut me faire facilement paniquer. Je crois que j'ai vraiment jamais réussi une partie de Mission Pas Possible. Et en contrepartie, parce que j'ai joué en festival vite fait, fatigué, etc. Ce genre de jeu, si vous l'avez à la maison, vous avez un groupe de joueurs fixe, vous allez pouvoir le poncer et vraiment monter en level. Donc il y a un côté exigeant, mais avec la satisfaction de finir par y arriver et avoir des bons réflexes, des habitudes de jeu qui vont permettre de surpasser la difficulté. Celui-ci est nettement plus difficile, donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est le petit ou le grand frère. Il n'est pas non plus incroyablement plus difficile, parce qu'en fait le jeu de base étant tellement chaud que s'il était beaucoup plus difficile, ce serait juste un jeu qu'on ne peut pas faire. Donc c'est légèrement plus difficile que l'original. On va toujours y faire la même chose, désamorcer des bombes. Il y a des petites nouveautés, donc je vous les donne rapidement. Vous allez avoir des dés bicolores, donc pour certaines conditions ça va vous avantager, mais pour certaines conditions ça va vraiment vous désavantager. Parce que des fois on vous dit il ne faut pas de dés bleus du tout. Ah. Oui, mais là c'est un bleu et jaune, donc j'aurais bien aimé le mettre pour l'effet jaune, mais comme il est aussi bleu, je peux pas, punition. Vous allez avoir une carte de personnage, donc vous avez une carte de personnage, chacun, ils sont asymétriques, ça vous donne un petit pouvoir que vous allez pouvoir utiliser en jeu qui va vous avantager. Et dernière chose à savoir, désormais, lorsque vous ne pouvez pas placer un dé, vous avez une pile de cartes, je sais plus comment on appelle ça, de sabotage, si je dis pas de bêtises, et donc vous tirez une carte de sabotage et le jeu vous rajoute un petit tacle, une petite difficulté supplémentaire. Donc vous n'y arrivez pas, d'accord, vous allez y arriver encore moins, et c'est ce qui fait que c'est pas facile. Voilà donc pour Mission Super Pas Possible. Les traumas qui remontent, c'est vraiment pour les gens qui aiment les défis, les challenges, et dans tous ces jeux coop où il y a un timer pour réaliser des choses. Stress. Cette gamme, le stress. Cette gamme, du coup on peut parler de gamme, il y a 2 boîtes, Mission Super Pas Possible et Mission Pas Possible, c'est franchement les champions, je vous le dis. Donc voilà, le deuxième, le petit ou grand frère, est arrivé. Et après le grand petit frère, le bleu là, celui de base, il est en rupture. Ça fait très longtemps. Alors en ce moment on vous propose juste le Mission Super Pas Possible de Relay Game et Ori Games. Est-ce qu'il y a d'autres choses à montrer? Oui, moi j'ai un petit truc. C'est parti. Tu vois que t'as réussi à l'imiter. Il y a un peu de ça sur Mission Super Pas Possible. Le jeu est disponible à la boutique et c'est ce que dit tout le temps Alex quand il présente les jeux. Et voilà, on a tous nos petits tocs, je suis sûr, en faisant attention. Enfin moi qui regarde pas mal les vidéos pour faire le timecode, j'ai repéré plein de choses qu'on répète souvent. C'est normal, c'est humain. Moi je savais même pas, mais on m'a dit que je faisais... Ah oui, ça arrive parfois. Ça dépend des vidéos en vrai. Je pense qu'il y a la fatigue qui joue pas mal parfois. Ouais, en fait c'est mon et moi à la place c'est ce que maintenant j'en ai conscience et c'est affreux, donc navré. Bon. Voici 6 qui prend Junior. Trop cool. Ouais, moi j'avoue que quand on m'a dit 6 qui prend Junior, je dis
Ah bon? On est toujours un peu méfiant quand on a des redites comme ça, des remakes de jeux. Voilà. À partir de 5 ans et jusqu'à 8 ans, ils disent, nous on dit 5 ans à plus. Ouais, franchement, on y a Sans joué, limite. on était 3 adultes. Cet Ouais. après, bon, des adultes un peu enfants dans leur tête. Mais on s'est éclaté en vrai. Ouais, c'était très très bien. Mais ça dépend des variantes. En fait, c'est un peu comme Attrape-Rêve par exemple, ou d'autres jeux, mais là j'ai que Attrape-Rêve en tête, où vous avez des petits modules de jeu, où la règle va évoluer en fonction de l'âge. Du coup, vous avez un module, celui de base, pour 5 ans. Vous en avez un à partir de 6 ans. Et vous en avez un à partir de 7 ans. Et en fait, c'est vraiment à partir de 7 ans. Parce que nous, en tant qu'adultes, le module de à partir de 7 ans, ben... Antoine, même, tu m'as dit que tu le préférais aussi ce qui prend classique. Bah ouais, je trouve que quand on met le module le plus difficile, entre guillemets, je trouve ça un peu plus vivant. Il y a 2-3 petits dilemmes qui font bien plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que des vaches. C'est des vaches, comme dans celui de base, mais du monde. Donc vous avez, alors je les ai quasi toutes oubliées, mais vous avez la vache du Japon. Est-ce que tu t'en souviens du nom? Wagyu. Voilà. Vous avez le zébu d'Afrique. Vous avez le Schlemmer d'Allemagne. Oui, alors non, là, je me rappelle pas. Non, vrai. Vous avez la vache écossaise, que Ouais. je connais, mais j'ai déjà oublié le nom. Je crois que c'est Galloway. Oui, c'est ça. Voilà, me semble. je suis trop forte. Et je sais pas le dernier. Ah, ça c'est le bison, forcément. Oui, tout à fait. Des États-Unis, là, d'Amérique. Du Nord. D'Amérique du Nord. Et voici les buffles d'eau d'Inde. Voilà. Ça, c'est les différents types de vaches que vous allez croiser dans le jeu. Oui. Sachant que vous aurez aussi des cartes où il y en a plusieurs d'un coup. Ce qui est intéressant, c'est donc le type de taureau, mais aussi leurs couleurs qui vont avec. Hein. Le rose, ce sera toujours le buffle. Qu'est-ce qui va se passer dans celui de base de 5 ans? Eh bien, vous allez avoir différentes lignes colonnes, en gros. Je crois qu'il y en a 5, que vous allez constituer. Il y a la pioche, à votre tour. Vous dévoilez et vous la placez dans une des 5 colonnes pour créer une... 4, 4, merci. comme dans le classique. 4, ben voilà, il est trop fort, heureusement qu'il est là. Prochain joueur, il révèle et il met dans une ligne. Condition de pose de ligne, vous ne pouvez pas mettre dans une ligne où il y a déjà la couleur. Donc plus tard, si j'ai un blanc, je ne pourrai pas la mettre dans la ligne parce qu'il y a déjà un blanc. Il faudra que je la mette ailleurs. Mais si je peux vraiment la mettre nulle part, parce qu'il y a du blanc partout dans toutes les lignes, ne vous en faites pas, j'ai 5 ans, donc c'est pas punitif. J'ai le droit de le mettre dans la ligne que je veux. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette variante de 5 ans? Eh ben, on veut prendre des photos des vaches. Donc, à l'inverse de ce qui prend classique, notre but c'est de récupérer des cartes. On veut faire des photos, ok? Comment on récupère une carte? Eh bien, en réussissant à compléter une ligne. Compléter une ligne, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, mettre un exemplaire de chaque couleur dans une ligne. Donc que vous ayez le rose, le machin, le truc, le bidule. Quand vous complétez la ligne, vous récupérez toute la ligne. Et c'est votre album photo. Et à la fin de la pioche, on comptera qui a fait le plus de photos. Donc contrairement aussi ce qui prend, là il faut récupérer les lignes. Voilà, donc il y a une contrainte de pose, c'est pas la même couleur dans la même ligne. Tout simple. Variante pour 6 ans. On monte Plus le niveau. technique. C'est plus on pioche et on met. Non. On a 3 cartes en main. Et on l'a choisi et on joue. Sinon tout le reste c'est la même chose. Vous devez pas mettre la même couleur dans une ligne. Compléter une ligne c'est cool parce que vous récupérez les cartes, etc. Mais vous avez un peu plus de stratégie de qu'est-ce que vous allez poser. Et enfin, petite pépite, la variante 7 ans et plus. Eh bien vous aurez 3 cartes en main. Et vous allez devoir poser des cartes dans les lignes en respectant les couleurs, mais cette fois, bon, déjà, vous allez devoir mettre des couleurs qui correspondent, c'est-à-dire que là, je ne pourrais pas jouer par exemple. Ici, j'ai une ligne qui est entamée, il y a du blanc. Je peux jouer seulement si la carte que je pose a au moins une couleur qui correspond à la couleur précédemment jouée. Donc, heureusement que j'avais cette carte Joker qui a et du blanc et du vert, parce que sinon ma main, comme vous pouvez le voir, Ouais, pas facile. est toute pourrie. Mais tu offres des opportunités sympas aux autres joueurs. Exactement, là j'ouvre parce que du coup le prochain joueur pourra poser soit une carte blanche, soit une carte verte. Donc j'arrange grave le prochain. Mais bon, sinon je prenais toute la ligne. Et là, c'est pas bien de prendre la ligne. Parce que si à un moment vous ne pouvez pas jouer, parce que vous n'avez pas la couleur qui correspond à une précédemment jouée, et ben vous récupérez la ligne. Et ça pique. Parce que là, il faut pas récupérer les lignes de taureau. Et aussi, vous récupérez la ligne
si vous complétez la ligne, c'est-à-dire si vous mettez, vous mettez la dernière, la dernière couleur. Enfin, la 6e couleur. Ouais. Voilà, la 6e couleur. Donc là, vous avez 2 moyens de récupérer les cartes, qui, je vous le rappelle, n'est pas bon dans ce mode, qui est donc de ne pas avoir de carte qui correspond en couleur à celle précédemment jouée, et j'ai déjà oublié, compléter la famille de couleurs de la ligne. Voilà, et ça, vous jouez jusqu'à la fin de la pioche également. À la fin de la pioche, eh bien, celui qui a récupéré le moins de cartes est déclaré vainqueur. Très maligne. C'est toi qui as gagné, Antoine. Ouais, c'est vrai, parce que voilà, je suis un génie, et donc je gagne à tous les jeux enfants. Est-ce que c'est vraiment bon signe? Je ne sais pas. On verra ça derrière le comptoir. Hey, coucou! Voici le derrière le comptoir des retours en stock. Oui, dernièrement, on vous les a fait en début de vidéo. Bah là, on aime vous feinter. Ce sera de retour en fin de vidéo maintenant. Donc peut-être que la prochaine fois, on le fera aussi en début de vidéo. Je digresse grandement. Retour en stock de ce jeu solo de One Card Dungeon qui est de la gamme des Pixel Games, la série Pixel. Comme on vous a dit, Matago aime bien se lancer dans des nouvelles petites séries, donc celle-là. Vous avez aussi le retour en stock de l'extension de Shadowhunter personnage, et vous avez le retour en stock des Verdel. C'est bien, c'est en même temps que la sortie de l'extension New Leaf, donc c'est cool. Par contre, j'ai appris que c'est déjà en rupture. Bref, on en a, vous en faites pas, on en a des nouveautés quand même derrière le comptoir, des extensions. Tout à l'heure on vous a parlé de Zombicide, et bien voici des extensions pour le dernier Zombicide à être sorti, qui est Undead or Alive, donc Zombicide dans le Far West. On a eu le zombicide contemporain, on a eu le zombicide futuriste, on a eu le zombicide médiéval, on a eu un zombicide maintenant Far West, je suis sûre qu'il y en a eu d'autres, et il y aura aussi le zombicide Marvel, que j'ai très hâte de voir. Ici, extension, trop cool celle-là, ça vous rajoute des chevaux, mes chers amis, chevaux, oui j'adore les chevaux. Vous allez pouvoir, et bien déjà vous avez 6 nouveaux survivants, et en plus, chaque personnage a maintenant sa version, mais sur un cheval. Donc vous avez 2 types de figurines, vous avez la figurine classique, et vous avez la figurine de votre personnage sur un cheval. C'est parfait, le petit détail est génial. Maintenant, quand vous êtes à cheval, vous pouvez vous échapper des cases où il y a des zombies, vous les défoncer encore plus, vous allez plus loin et plus vite. Par contre, vous pouvez pas rentrer dans les bâtiments. Oh bon, oh. Donc vous êtes obligé de poser pied à terre, et quand vous faites ça, faites gaffe à avoir laissé votre cheval en lieu sûr, parce que sinon il va se faire bouffer. Voilà. C'est à peu près tout ce qui est amené par cette extension. Ah oui, et une abomination qui est ici. Je sais plus comment il l'appelle, mais en gros c'est la jument maudite de la mort qui tue. Voilà, c'est un cheval qui a été contaminé et qui apparemment rend fou tous les zombies qui sont autour et décuple leur force. Rien que ça. Et ici on a l'extension Gears and Guns, où ça va rajouter du steampunk dans votre petit monde Far West. Voilà, l'ère de la vapeur, donc vous allez principalement avoir accès à de la technologie, des armes un peu plus pétées, des choses comme ça. Vous allez aussi avoir le droit à une campagne, c'est-à-dire que du coup là vraiment vos personnages d'un scénario sur l'autre vont garder le même niveau, vont garder les mêmes armes et vont pouvoir se développer, et vous allez du coup pouvoir améliorer vos armes aussi. Ça c'est très stylé, et vous allez avoir une abomination comme d'habitude dans chaque extension, une abomination qui s'appelle la vapeur je crois, et c'est un gars... on dirait les gars de la machine dans Night, c'est-à-dire un homme avec plein de pistolets greffés à son corps. Sympa. Voilà, on l'entreaperçoit ici. Ok, je valide. Voilà. C'était les 2 extensions de Zombicide Undead or Alive, que j'ai très envie de tester. En vrai, je suis une grande joueuse de Zombicide, mais j'ai pas d'amis qui veuillent investir dans autant de boîtes de Zombicide. Moi, je suis chaud pour le jeu de rôle, éventuellement. Ah, why not. Ah, on y pensera. Sur ce, on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.